La séance est ouverte. Je vais procéder à l'appel. Donc, 4 membres sont absents. Donc, Monsieur Streetmatter, qui a donné procuration à Monsieur Kiefer. Madame Eliane Sémon, qui a donné procuration à Madame From. Monsieur Vito Cristiani, qui a donné procuration à Monsieur Nicolas Benoît. Et j'en ai une dernière. Madame Christine Dallène, qui a donné procuration à Madame Marianne Knaffel. Voilà. Donc, pour l'appel, merci de répondre à votre nom. Donc, Raphaël Chaubert, présente. Nicolas Benoît. Présent. Déborah Louis. Présente. Frédéric Grassler. Présent. Isabelle From. Présent. Jérémy Larcher. Présent. Mireille Vider. Présent. Bertrand Lostis. Isabelle Inderer. Présent. Daniel Kiefer. Présent. Agnès Andris. Présent. François Dudachik. Présent. Christian Schnebelen. Présent. Hélène Bechler. Yann Heinrich, qui est absent. Je vois que sa place est vide. Annette Fischer. Présente. Mathieu Streetmatter, qui a donné procuration à M. Kiefer, pardon. Jérémy Tsuplidus. Malika Brusselet. Présent. Vito Cristiani. Il est excusé également. C'est M. Benoît qui prend la procuration. Célia Séguin. Frédéric Simon. Yves Gupfer. Non, pareil, il a donné procuration. Jonathan Spleit. Marianne Knaffel. Thierry Robert. Présent. Pierre Girny. Présent. Cécile Byzance. Présent. Claude Sadko. Présent. Et Valérie Sigler. Présent. Morissette Benazougi. Présent. Merci. Je pense que vous l'avez vu dans le PV du conseil municipal. C'est un conseil municipal qui sera très long, très technique et très administratif. Donc je ferai au mieux pour essayer d'expliquer un petit peu les choses avant les votes, que tout le monde puisse comprendre et suivre en fait, parce que sinon ça risque d'être un petit peu ennuyant pour tout le monde. Donc pour démarrer, nous allons procéder à la désignation du secrétaire de séance. Donc, le conseil municipal nomme un secrétaire de séance en Alsace-Moselle. On peut choisir librement son secrétaire de séance et je peux demander à un agent communal de bien vouloir assister aux séances du conseil. Donc, aujourd'hui, il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner M. Alexandre Oberlin, directeur général des services, comme secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Je précise qu'il était volontaire, je ne l'ai pas forcé. Point numéro 2, je vous propose de passer à la validation du procès-verbal de la séance du 10 avril 2026. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 avril 2026. Qui est contre? Qui s'abstient? Point numéro 3. Ce sont les points les plus faciles, ça va se corser un petit peu après. Délégation du conseil municipal au maire. Le maire est tenu, donc je vous explique, est tenu de rendre compte au conseil municipal de toutes les décisions qui ont été prises dans le cadre des délégations, prises lors des délibérations du 4 avril 2026. En fait, lors de ce conseil municipal, il m'a été donné des délégations et régulièrement, je dois vous rendre compte des décisions qui ont été prises. Alors, il s'agit en gros de la liste des marchés de travaux, des fournitures, des services, ainsi que les avenants. En fait, c'est pour une parfaite information du conseil municipal. Donc, chaque élu, je précise pour les personnes qui sont autour, chaque élu dispose évidemment de la liste complète de toutes ces décisions. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte de ces délégations. On passe au point numéro 4. Aujourd'hui, nous installons un nouveau conseiller municipal. Donc, suite au départ de Madame Bernadette Firmery, nous installons aujourd'hui Monsieur Frédéric Simon, qui est donc directement installé en tant que conseiller municipal. Donc, il sera le 33e conseiller et ça permet en fait au tableau de remonter d'un cran. Donc chacun remonte d'un cran à partir de la 19e position. Donc c'est une information. Monsieur Simon est installé. Voilà, Frédéric Simon.
Oui, je précise tout de même, Madame Firmery a donné simplement sa démission, voilà, du Conseil. Sur le point numéro 5, nous devons délibérer sur la désignation d'un correspondant de défense. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, c'est un dispositif qui a été créé en 2001. C'est un élu municipal qui est désigné par le maire pour incarner... Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Ah, c'est pour ça. Non, mais en fait, je ne vois même pas votre micro, donc même si... Oui, il semblerait qu'il ne supporte pas bien la chaleur. Bon, votre voix porte. Moi, je vous entends très bien. Ah. Il ne marche pas du tout? Peut-être utiliser le micro d'à côté? Ah, ça s'allume. On l'envoie lui. Bon, j'essaye. Bon, visiblement, c'est la soirée. On réessaye. Ça va être... Ah non, ça devient rouge. C'est parti. Ça marche? C'est des préchauffages. Ouais. Par rapport à la démission de Madame Firmery, est-ce qu'on peut en savoir plus ou c'est pas possible? Non, ça lui appartient en fait. C'est simplement une lettre de démission. Voilà, ça lui appartient complètement. Elle ne souhaite pas communiquer sur le sujet. D'accord. C'est la démocratie. Hein, merci. Ouais, c'est bon. Donc, oui, faites-moi des signes parce que... oui, c'est ça, si les lumières ne fonctionnent pas très bien. Il faudra vraiment qu'on se penche sur cette histoire de micro. Donc, je parlais du correspondant de défense. Donc, dans les communes, nous devons désigner un correspondant de défense. Donc, il s'agit d'un élu municipal qui doit incarner au sein de la commune le lien entre les forces armées et la nation. Donc, son but, c'est d'informer les habitants sur la politique de défense, le parcours de citoyenneté, la mémoire des conflits et sensibiliser les jeunes générations aux enjeux de la défense. Et il doit animer des actions locales en lien avec le ministère de la Défense. Donc, je propose aux membres du conseil municipal de désigner M. Frédéric Grassler, adjoint au maire en charge, notamment de la sécurité routière et circulation, de l'aménagement sécuritaire des routes, de la sécurité incendie, des risques aux personnes, en tant que correspondant défense pour la durée du mandat municipal. Et d'autoriser Madame le maire à signer tout document à intervenir pour l'exécution de la présente délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? OK. Là, je vous propose d'entrer dans le dur en fait, du sujet, des choses un petit peu plus techniques. Le point numéro 6, il s'agit de la création de la commission consultative des services publics locaux, ce qui s'appelle aussi CCSPL, et de la désignation de ses membres. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, cette commission, c'est une commission qui est obligatoire dans les communes de notre strate, de plus de 10 000 habitants, donc. Et le rôle de cette commission, c'est de permettre aux élus et aux habitants d'avoir un regard et un avis sur le fonctionnement des services publics de la commune lorsque ceux-ci sont confiés à des tiers ou alors qu'elles sont exploitées en régie, qui sont dotées d'une autonomie financière. Donc, concrètement, elle permet d'apporter de la transparence, c'est-à-dire qu'on peut regarder ce qui se passe, on peut donner un avis, de suivre la qualité du service rendu et d'associer davantage les élus et les usagers aux grandes décisions qui sont liées aux services publics locaux. Cette commission donne un avis consultatif, elle n'est pas décisionnaire. Donc, elle ne remplacera pas le conseil municipal, elle peut simplement lui donner des conseils et son expertise. En fait, elle permettra d'éclairer les choix de la commune. Bon, en résumé, c'est une commission de suivi et de dialogue sur certains services publics de la ville afin de garantir la transparence et la bonne information des élus et des habitants. Donc, dans un premier temps,
il est convenu de désigner les représentants du conseil municipal appelés à siéger au sein de la commission. Donc, il y a des représentants du conseil municipal. C'est un vote par liste. Et d'autre part, de nommer 2 représentants d'associations locales. Alors, pour les listes, évidemment, tout le monde avait la possibilité, tous les élus avaient la possibilité de proposer une liste. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de créer la commission consultative des services publics locaux, la CCSPL, présidée par Madame le maire et comprenant 5 membres de l'Assemblée délibérante, et de désigner au scrutin de liste proportionnelle 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Donc c'est ce sur quoi on va délibérer maintenant. Donc les titulaires que nous proposons seront... Donc nous n'avons eu qu'une liste, je précise juste. Déborah Louis, Frédéric Grassler, Bertrand Lostis, Daniel Kiffer et Claude Sadko pour les titulaires. Pour les suppléants, Nicolas Benoît, Morissette Benazzougui, Jonathan Splight, Pierre Girny et Thierry Robert. Qui est contre? Qui s'abstient? Comme vous le constatez, on a eu à cœur vraiment de proposer aux différentes représentations d'être présents dans les différentes commissions. De déléguer à Madame le maire ou à son représentant la saisine de la commission chaque fois que celle-ci doit émettre un avis à l'Assemblée sur les projets de délégation, de services publics, de contrats de partenariat ou de création d'une régie dotée de l'autonomie financière. Donc c'est conformément aux dispositions de l'article L 1413-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc une fois de plus, qui est contre, qui s'abstient? J'aurais pu faire voter tout ça ensemble, mais bon. Alors concernant les représentants des associations, donc 2 associations doivent être présentes. Donc nous nommons aujourd'hui M. Xavier Meyer, représentant de l'association Rencontres et Loisirs, à ce poste-là. Nous devons nommer un second membre. Alors nous avons eu, pour l'instant, nous n'avons pas de retour. Encore, nous attendions un retour au moment de la délibération. Donc on est en attente de ce retour. Donc cette nomination se fera au prochain conseil. Et nous avons d'ores et déjà prévu, si besoin, de lancer un appel à volontaires. En fait, quoi qu'il en soit, la commission consultative des services publics locaux ne se réunira jamais avant d'être parfaitement complète et ce sera fait dès le prochain conseil. C'est bon, je peux continuer. Le point numéro 7. La détermination des conditions de dépôt des listes en vue de l'élection de la commission d'appel d'offres et de la commission de la délégation de services publics. Je pense que j'en ai perdu quelques-uns avec ce titre. Donc, cette délibération a simplement pour objectif de fixer les règles pour déposer les candidatures dans différentes commissions. Donc là, on va juste voter comment est-ce qu'on décide, quelles règles on va mettre en place pour déposer les candidatures aux commissions suivantes. La commission d'appel d'offres, qui est une grosse commission, et la commission de délégation de services publics. Donc concrètement, les candidats doivent se présenter sous forme de liste. Une ou plusieurs listes peuvent être déposées. Les listes devaient être envoyées avant le 26 mai 8 h au secrétariat de la mairie. Chaque liste doit comporter 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Donc s'il n'y a qu'une liste déposée, on peut voter de façon extrêmement simple à main levée. Sinon, c'est un vote secret. Donc nous n'avons eu qu'une liste. Donc on est d'accord, cette délibération sert donc uniquement à fixer un cadre clair et légal pour le dépôt des candidatures avant l'élection des commissions. Donc il est proposé aujourd'hui aux membres du conseil municipal d'approuver les conditions de dépôt de liste susvisées en vue de l'élection de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de services publics. D'autoriser Madame le maire à effectuer dans ce cadre les démarches et à signer tous les documents nécessaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Maintenant, nous passons au point 8, à la composition et à l'élection de la commission d'appel d'offres. Donc, nous avons d'abord défini le mode de fonctionnement et puis ensuite à la composition.
Donc une commission d'appel d'offres, c'est une commission obligatoire qui intervient lorsque la commune lance des marchés publics importants, par exemple pour les grands travaux, les prestations, les achats. Alors son rôle, c'est d'examiner les offres des entreprises, de vérifier que la procédure est respectée de manière transparente et équitable. Donc elle analyse les propositions qui sont reçues, elle donne un avis ou choisit l'entreprise qui est retenue selon les cas prévus par la loi. Et dans une commune de plus de 3500 habitants comme Wittelsheim, la commission est composée du maire ou de son représentant qui préside la commission et de 5 membres titulaires élus par le conseil municipal ainsi que de 5 membres suppléants. Aujourd'hui, le conseil municipal doit donc élire les élus qui siégeront dans cette commission. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de procéder à l'élection des membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres ci-dessous. Ah, pardon. Je vous en prie. C'est juste une petite précision. Ça marche ou... Oui. Oui, ça doit fonctionner, effectivement. À partir de quel montant la commission est saisie? Quels sont les montants le montant dans lequel la commission doit être saisie obligatoirement, s'il vous plaît? J'ose imaginer qu'après 2 mandats, vous avez bien la réponse. Ah, d'accord. C'est un exercice scolaire. J'aurais dû réviser mes tablettes. Je vous propose dans un premier temps qu'on vote déjà les membres de la commission. Et je vous promets, je vous apporterai cette précision au prochain conseil. D'accord. Donc, quel est l'intérêt exact de la question? Excusez-moi. Aucun. OK. Je vous propose qu'on gagne un peu de temps. Je répondrai aussi clairement que possible dans la mesure des connaissances dont je dispose. Évidemment, s'il devait y avoir des questions pour lesquelles je ne détiens pas la réponse, je ne suis pas quelqu'un qui me risque à répondre lorsque je ne connais pas la réponse. Donc, on va déjà passer à la commission des différents membres. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on aura plus d'éléments. Donc, je reprends mon déroulé. Donc, ce que je propose aux membres du conseil municipal, c'est de procéder à l'élection des membres titulaires et suppléants donc de cette fameuse commission d'appel d'offres. Donc, les titulaires que je propose, je vais vous les énumérer. Donc, il s'agit de Isabelle Inderer, Bertrand Lostis, Frédéric Grassler, Claude Sadko et Cécile Byzance pour les titulaires. Concernant les suppléants, Jérémy Larcher, Nicolas Benoît, Agnès Andris, Pierre Girny et Marianne Knaffel. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous passons donc au point numéro 9. Je vous propose de passer à la composition et élection de la commission de délégation de services publics. C'est encore un mot qui semble très, très compliqué. Donc la CDSP. Donc cette délibération concerne la création de la commission de délégation de services publics. Donc cette commission est obligatoire lorsqu'une commune confie la gestion d'un service public à un organisme extérieur. Par exemple, dans le cadre d'une délégation de services publics. Son rôle est d'examiner les candidatures et les offres, puis d'émettre un avis tout au long de la procédure afin de garantir la transparence et le respect des règles. En fait, c'est un service que produit la commune, mais qui est géré par une autre entité que la commune. Donc la commune met en place une commission pour pouvoir suivre cela. Donc la commission sera composée du maire qui la préside de droit, de 5 membres titulaires, de 5 membres suppléants, et les candidatures doivent être déposées sous forme de liste. Donc, si plusieurs listes sont déposées, l'élection aura lieu au scrutin secret. Chaque conseiller vote pour une liste complète sans modifier les noms. Ça, c'est quand c'est au bulletin secret. Enfin, si une seule liste est présentée, les membres sont désignés automatiquement dans l'ordre de la liste après lecture par le maire. Donc, nous n'avons eu qu'une liste, donc on va voter à main levée. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal
de procéder à l'élection des membres titulaires et suppléants de la commission de délégation des services publics ci-dessous. Isabelle Inderer, Bertrand Lostis, Frédéric Grassler, Claude Sacco et Cécile Byzance pour les titulaires, Jérémy Larcher, Nicolas Benoît, Agnès Andris, Pierre Girny et Marianne Knaffel pour les suppléants. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous avais dit que ce ne serait pas simple ce soir. Le point numéro 10, il s'agit de l'adoption du règlement intérieur de la commission d'appel d'offres de la... Pardon. Merci. Juste par rapport aux commissions, si vous permettez, vous nous avez sollicité par mail en nous proposant des candidats de l'opposition en mettant de côté des gens de notre liste. Nous avons accepté. Cependant, cette décision nous paraît peu équilibrée et ne reflète pas une représentation équitable. Est-ce voulu? Alors, on a déjà... Notre choix, c'est de travailler avec les minorités ou les oppositions. Là, je ne sais plus comment il faut les appeler. Du coup, Monsieur Robert, les minorités toujours, d'accord. Notre choix, c'est effectivement de pouvoir travailler, je le répète, avant chaque conseil, pour la commune. Donc, on implique des gens, on propose à des personnes, des minorités, de s'impliquer dans nos travaux. Et on le fait vraiment avec la volonté d'avancer et de vraiment travailler ensemble. C'est vraiment notre but. En revanche, je dois avouer que le but de ces commissions, ce n'est pas de poser des questions inutiles, de discuter le bout de gras, de ne pas avancer. Notre but, c'est d'avancer. Il y a des gens avec qui on avance plus facilement, d'autres moins facilement. Donc notre objectif, c'est de réunir une équipe qui puisse fonctionner correctement ensemble. La commune le mérite. Et donc, évidemment, nous avons proposé certains noms. Vous auriez également pu venir vers nous, l'un et l'autre, et dire ben voilà, je suis volontaire, pourquoi vous ne m'avez pas choisi? On aurait pu en discuter en amont. Moi, mon but, c'est que ça avance. Tout simplement. Donc, les bonnes volontés sont les bienvenues. J'ai pu répondre? Merci. Je vous propose, par contre, si vous avez des questions, juste la poser à la fin du point. Ah, mince. Ok, désolée. Il faudra vraiment qu'on fasse mieux avec les micros. Donc, on en était au point numéro 10, l'adoption du règlement intérieur de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation de services publics et des jurys de concours. En fait, ce sont différentes instances qui fonctionnent à peu près sur des mêmes bases. Donc, la commission d'appel d'offres est une commission composée d'élus. Donc, c'est ce que je disais, qui intervient pour les marchés publics importants. Par exemple, pour des gros travaux ou des prestations importantes. Donc, elle permet de garantir une procédure transparente et de choisir les entreprises retenues. Donc, c'est une commission qui est extrêmement importante. La commission de délégation de services publics également. Elle intervient lorsque les communes confient la gestion, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, d'un service public à un organisme extérieur. Donc, elle a un rôle également très important. Elle examine les candidatures, donne un avis sur le choix des futurs gestionnaires de nos services publics lorsqu'ils sont en délégation. Et enfin, le jury de concours. Alors, le jury de concours intervient lorsqu'un concours est organisé, par exemple, pour un projet architectural ou une maîtrise d'œuvre. Donc ça, ce sont vraiment des très gros travaux. Donc ces différentes instances fonctionnent selon des règles proches. Il est donc proposé d'adopter un règlement intérieur unique afin d'assurer un fonctionnement clair, cohérent et sécurisé juridiquement. Alors, au cas où on me poserait la question, je n'ai pas pris connaissance de l'entièreté du règlement. Donc, ce que nous proposons au vote aujourd'hui, c'est d'approuver ce règlement intérieur de la commission d'appel d'offres, de la commission de délégation de services publics et des jurys de concours, qui a été joint en annexe 2 et dont vous disposez tous. Et d'autoriser le maire de la commune ou son adjoint délégué à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer tous les documents utiles à l'application de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? On passe à un volet plus ressources humaines. Donc le point numéro 11, c'est la fixation de la composition du comité social territorial.
Alors pareil, c'est une sorte de commission qui est organisée. C'est une instance en fait qui permet le dialogue entre la collectivité et les représentants du personnel. Donc cette instance traite des questions liées à l'organisation du travail, aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité des agents. C'est donc une instance qui est importante pour les agents de la mairie. Donc ce comité est obligatoire dans les collectivités de plus de 50 agents. La ville de Wittelsheim compte actuellement 111 agents. Donc voilà, c'est une obligation. Nous devons mettre en place ce comité. Il est renouvelé à chaque mandat. Le conseil municipal doit aujourd'hui fixer le nombre de représentants du personnel et des représentants de la collectivité qui siégeront au sein de cette instance. Donc c'est bien le nombre de représentants sur lesquels on va délibérer. Donc nous avons une réunion en amont puisque les organisations syndicales ont été consultées au préalable, bien sûr. Il est proposé de prévoir 4 représentants titulaires et 4 suppléants pour la collectivité. Je précise que lors du conseil municipal du 10 avril 2026, donc un conseil municipal précédent, il avait été procédé au vote de désignation des délégués auprès du comité social territorial qui prévoyait 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants. Donc c'était les personnes désignées, c'était Isabelle From, Nicolas Benoît, Frédéric Grassler et Déborah Louis pour les représentants titulaires, et Annette Fischer, Célia Séguin, Valérie Sigel pour les suppléants. Après vérification, le maire est membre de droit, mais il doit être comptabilisé au sein de l'effectif de ses membres. Donc en fait, moi, comme je suis membre de droit, en général dans les différentes commissions, je ne suis pas dans les commissions. Là, c'est quelque chose, voilà, c'est une petite nuance qui avait échappé à ce moment-là. Donc on va rectifier ça aujourd'hui. Donc, je suis membre de droit, mais je dois être comptabilisée au sein de ces 8 membres. Donc, nous proposons aujourd'hui, moi-même, Raphaël Chaubert, Isabelle From, Nicolas Benoît et Frédéric Grassler en tant que titulaires. Ensuite, Déborah Louis, Agnès Andris, Célia Séguin et Valérie Sigel en tant que suppléants. Donc, c'est une grande délibération. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'instituer ce comité territorial pour ce nouveau mandat. On vous demande également, on vous propose de ne pas créer de formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. On ne souhaite pas créer ces formations spécialisées tout simplement parce que la mairie de Wittelsheim est plutôt bon élève et il n'y a pas de réels risques professionnels qui ont été détectés. On en reparlera tout à l'heure. De fixer à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel du comité. Je fais une pause parce que visiblement, il y a des échanges. Vous voulez partager peut-être ? D'accord. Non, parce qu'en fait, ça crée du bruit. C'est pas facile de se concentrer. Ok. Donc, je continue. De fixer à 4 le nombre de représentants. Si on pouvait juste être sérieux, je pense que le conseil municipal, je veux dire, c'est pas une foire. Hein. Merci. Merci. Je vous propose de respecter les élus, le public, les gens qui nous écoutent et les administrés qui vont pouvoir bénéficier des décisions que nous allons prendre ce soir. Donc de fixer à 4 le nombre de représentants de représentants titulaires de l'employeur désigné parmi les élus du conseil municipal, de procéder à l'annulation du vote du 10 avril 2026, c'est ce que je vous expliquais, comme j'étais membre de droit, je n'étais pas dans le groupe des 4, concernant la désignation des délégués municipaux du comité social territorial, de procéder à un nouveau vote au scrutin uninominal selon la nouvelle liste présentée. C'est simplement pour réactualiser en fait ce vote qui finalement n'était pas conforme. Et de me désigner comme président du comité social territorial, de recueillir par le comité social territorial l'avis séparé
des représentants de l'employeur sur toutes les questions de l'instance, de charger Madame le maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, c'est très très long comme délibération, mais ça reste vraiment très très administratif. Hein, voilà, il faut passer par là, c'est une obligation. Donc, qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Merci. Je vous propose de passer au point 12. Je vais boire un peu d'eau avant. Parce que... à force de parler, c'est bon, j'en ai encore. Donc, je disais, je vous propose de passer au point 12. N'oubliez pas de boire, hein, il fait très chaud. Nous avons eu des consignes de la préfecture de sensibiliser effectivement la population à la chaleur. Il ne faut pas oublier de boire. Donc, voilà. Donc, le point 12, validation du document unique d'évaluation des risques professionnels et du PAPRIPACT. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ce sont des documents qui sont extrêmement intéressants. Comme tous les employeurs, en tant qu'employeur, la commune a l'obligation de garantir la sécurité et la santé des agents au travail. C'est évidemment une nécessité et une attention de tous les jours. Pour cela, la ville doit identifier les risques professionnels auxquels les agents peuvent être exposés et doit mettre en place des actions adaptées. Vous imaginez bien, avec tous les métiers représentés dans une collectivité telle que Wittelsheim, les risques sont nombreux. Donc tout ce travail d'identification des risques est regroupé dans un document qui porte le nom de document unique d'évaluation des risques professionnels, et ça, l'acronyme, c'est DUERP. Donc dans ce document sont repérés tous les risques. Et ce document a été réalisé avec les agents, bien entendu, hein, puisqu'il faut les voir en situation de travail et les écouter pour comprendre leurs risques, les assistants de prévention, et avec l'accompagnement pour établir ce document, on a fait appel à un organisme extérieur qui s'appelle Bureau Veritas, parce qu'il a été voulu vraiment un document bien cadré et bien travaillé, et c'est le cas aujourd'hui. Donc il permet d'identifier les risques, de les classer par priorité, et de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer la sécurité et les conditions de travail des agents. Donc l'idée, ce n'est pas juste de faire un livre de je ne sais plus combien de pages, 40 peut-être, 50. L'idée, c'est vraiment de l'utiliser comme un guidane au fur et à mesure du temps, afin qu'il soit réévalué, que les risques soient vraiment sous la loupe et qu'on puisse améliorer cela. Donc voilà, ça complète ce que je viens de dire. Le document devra être mis à jour régulièrement, au minimum une fois par an, ainsi qu'à chaque évolution importante des conditions de travail. Donc le comité social territorial a été consulté sur ce document le 5 mai 2026. Il a émis un avis favorable, ainsi que sur le programme d'action de prévention qui en découle. Alors, je vous disais, le tout, ce n'est pas de noter les risques. Après, il faut en faire quelque chose. Donc, on en a fait un document d'action de prévention. Et ce document, ça s'appelle le PAPRIPACT. Ça s'appelle le programme, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. J'espère faire preuve de suffisamment de pédagogie pour arriver à soutenir votre attention un petit peu. Donc, je propose au vote de valider le document unique d'évaluation des risques professionnels et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Donc, les élus ont eu l'annexe numéro 3 et 4. De s'engager à mettre en œuvre le plan d'action issu de cette évaluation des risques, et d'en assurer le suivi, ainsi qu'à procéder à une réévaluation régulière et réglementaire du DUERP et du PAPRIPACT, et d'autoriser le maire à inscrire au budget les chapitres correspondants et signer tous les documents relatifs au plan d'action du document unique. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous allons passer au point numéro 13, c'est l'instauration de fonds d'indemnité de maniement de fonds des régisseurs. Alors, de quoi s'agit-il? Dans une collectivité, il y a quelques personnes qui ont le titre de régisseur. Ils ont une responsabilité supplémentaire. Quelqu'un voulait poser une question? Je vois que ça s'agite.
Donc, ce sont des personnes qui sont amenées, en fait, pour le Trésor public, à toucher de l'argent, à gérer de l'argent. Je donne un exemple. Lorsque l'on va à un concert, par exemple, ou lorsque l'on s'inscrit à telle ou telle chose, parfois on est amené à payer en direct. Et ce sont des régisseurs. Donc, tout le monde n'est pas régisseur dans une mairie. Seules quelques personnes le sont. Et donc, c'est une responsabilité supplémentaire qu'ils ont lors des encaissements. Ils sont responsables, évidemment, de ces finances-là. Ce n'est pas leur argent, c'est de l'argent public. Donc, de la justesse des comptes, par exemple. C'est eux qui amènent, qui déposent l'argent. Donc, il est prévu une indemnité pour pouvoir répondre à ce supplément, en fait, de responsabilité. Donc, cette indemnité, elle reconnaît la responsabilité liée à la gestion et à la sécurisation de l'argent public. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'instaurer l'indemnité de maniement de fonds telle que présentée ci-dessus, d'autoriser le maire à fixer par arrêté individuellement le montant de l'indemnité versée aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus, de prévoir et d'inscrire les crédits correspondant au budget. Donc, les élus ont eu évidemment tous les documents avec les précisions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Nous passons au point numéro 14. Le tableau des emplois, suppression d'emplois permanents. Donc, cette délibération vise à supprimer 2 postes permanents actuellement vacants. C'est-à-dire qu'il y a des postes qui sont ouverts, mais il n'y a personne pour les occuper. Donc, ils restent ouverts dans la collectivité. Ce qui n'est pas confortable, parce que c'est des postes, pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Donc, il est bien plus efficient d'enlever ces postes lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, quitte à réintroduire ensuite si nous avons besoin de ce type de poste. Ce n'est pas donc des suppressions d'emplois. Ce ne sont pas des gens en emploi qu'on enlève et qui vont se retrouver au chômage. Il ne s'agit pas du tout de ça. Ouais, ça a été clair pour l'explication? Okay. Donc, il s'agit d'un poste d'assistant juridique. Voilà. Donc, et d'un poste chargé du suivi des affaires scolaires. Donc, pour l'une, il s'agit, sauf erreur, d'un changement de poste ou de grade. Je regarde Jessica, oui. Et puis pour la seconde, il me semblait que c'était pareil, un poste qui n'avait pas besoin d'être renouvelé. Enfin, j'avais plus le détail. Voilà. Le comité social territorial a été consulté et a rendu un avis favorable à l'unanimité. Vous voyez, avant on parlait du comité social territorial, et bien c'est exactement ça. Ce sont des gens qui vont pouvoir se pencher sur ces sujets et donner leur avis pour pouvoir éclairer en fait ensuite la décision. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal de supprimer les 2 emplois permanents tels que susmentionnés. Donc, je répète, ce ne sont pas des annulations d'emplois. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Nous passons au point numéro 15. Il s'agit de la fixation des orientations et crédits affectés à la formation des élus. Donc, les élus municipaux ont droit à des formations adaptées adaptées à leurs fonctions, afin de pouvoir exercer leur mandat dans les meilleures conditions. Et ça, c'est plutôt très rassurant pour tout le monde, je pense, de savoir que les élus sont bien formés à l'exercice de leur mandat. Donc, il y a une formation qui est obligatoire, notamment, elle doit être organisée durant la première année. Voilà, et c'est une dépense obligatoire de la commune. Le montant prévisionnel des dépenses de formation des élus ne peut pas être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal, sans que le montant réel des dépenses de formation ne puisse excéder 20% du même montant, entre 2 et 20 quoi. Donc le conseil municipal doit donc définir les orientations de ces formations, prévoir un budget qui est dédié à ces formations, et seules les formations dédiées par des organismes agréés par le ministère de l'Intérieur peuvent être prises en charge. Donc c'est extrêmement cadré. Ça, c'est une information à part. Les élus disposent également d'un droit individuel de formation, comme toutes les personnes qui ont un salaire. Le
le DIF, qui leur permet de bénéficier d'un crédit de formation à part, financé directement par leurs indemnités. Donc, concernant le vote, il est proposé aux membres du conseil municipal de décider que les crédits affectés à la formation des élus s'élèvent à 2% du montant total des 2,5% du montant total des indemnités de fonction des élus, ce qui correspond à 4 000 €. De décider que la formation des membres du conseil municipal sera axée autour de ces thématiques. Les formations en lien avec les délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions, les formations liées à la gestion des politiques locales, donc les finances publiques, les marchés publics, et de charger le maire de prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre, qui s'abstient? Point numéro 16, un point très important ce soir. La zone d'activité économique Amélie 4, acquisition du secteur sud, tranche 2. Alors, depuis la loi NOTRe, alors c'est une loi qui est assez récente, qui date de 2015. Cette loi, le NOTRe, c'est un acronyme qui veut dire la nouvelle organisation territoriale de la République. En fait, elle est supposée remettre de l'ordre dans les compétences territoriales. Voilà, pour essayer de cadrer tout ça. Donc c'est très récent, 2015, un peu plus de 10 ans. Donc ce sont actuellement et partout sur le territoire les intercommunalités qui sont compétentes pour créer et aménager les zones d'activité économique. Ça veut dire qu'une zone économique existante n'est plus finalement à la main de la commune pour le développement de... Voilà, si on veut développer une activité économique, c'est forcément l'agglomération qui est compétente et c'est sa compétence obligatoire. Voilà. Donc, depuis plus de 10 ans, nous avons intégré la M2A et dans ce cadre, Mulhouse Alsace Agglomération détient seule donc, cette compétence, c'est ce que je vous dis, sur nos territoires. Et c'est l'une de ses compétences obligatoires. Donc, Mulhouse Alsace Agglomération a ainsi décidé l'acquisition de terrain pour une surface de 92 hectares, donc dite tranche 1, partie centre et nord. Donc, la M2A a acquis cette parcelle auprès de la ville de Wittelsheim. Ça a été délibéré, donc, au 3 avril 2025. Donc, c'est quelque chose qui a été acté le 3 avril 2025. Cette acquisition comprend également les secteurs naturels destinés à être préservés et valorisés dans le cadre de mesures compensatoires. L'acte de vente afférent a été signé le 5 mars 2026. Les zones naturelles, c'est lorsqu'on installe une zone économique, il y a une obligation d'établir une zone dite compensatoire, donc de préserver, de compenser en fait cette occupation du terrain par une zone naturelle où on préserve l'écologie. Par délibération du 1er décembre 2025, la M2A a décidé l'acquisition de terrains complémentaires. Donc là, je vais vous parler des 92 hectares. Donc c'est ce dont on a entendu parler pendant très longtemps, cette vente de terrain, le potentiel projet de Gigafactory. Voilà, c'est sur cet espace-là, si vous voyez à peu près où c'est. Et donc, par délibération du 1er décembre 2025, la M2A a décidé l'acquisition de terrains complémentaires pour une surface de 37 hectares, qui est appelée tranche 2, partie sud de l'ancien site Carreau-Amélie, auprès de la ville de Wittelsheim. Donc il y a une délibération concordante qui a été adoptée par la ville de Wittelsheim en date du 4 décembre 2025. Alors initialement, ce terrain devait être acheté temporairement par la M2A, pour pouvoir y déplacer des panneaux solaires qui ensuite auraient réintégré une autre zone. Donc, il était prévu dans la promesse de vente, en fait, qu'il y ait les deux parties, qu'il soit vendu à 1 € symbolique, puisque c'était que temporaire. Et le prix avait été acté en conséquence, je lis, 1 € pour les 32 arts en question, vraiment une somme symbolique. Donc cet ensemble a aujourd'hui vocation à être cédé
à des fins d'accueil d'activités économiques. C'est-à-dire qu'avant, ça devait être une zone pour occuper des panneaux solaires, pour recevoir ces panneaux solaires. Aujourd'hui, cette zone a vocation à devenir un terrain avec une activité économique, tout en sachant que ces parcelles sont déjà classées en terrain économique. Voilà, ce ne sont pas ni constructibles, ni des terres agricoles, ni des terres préservées. On est déjà dans une zone qui est actée dans ce sens-là. Donc, il convient de prévoir une acquisition à un prix de référence. Donc, le prix de référence pour ces terrains est de 3 € le mètre carré. Donc, ces terrains, on passe de l'euro symbolique à 3 € le mètre carré. Donc, ces terrains seront donc vendus au prix de 3 € net le mètre carré, conformément à l'estimation du service des domaines. Le tout représente donc un montant de cession de 1 119 909 € au profit de la ville de Wittelsheim. Donc c'est une très belle rentrée d'argent pour la commune et qui va vraiment beaucoup soulager les finances. C'est un point sur lequel je reviendrai en toute transparence, mais on a vraiment besoin de ces rentrées d'argent voilà, dans les prochains mois. Donc, le vote que je propose, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la cession à Mulhouse Alsace Agglomération des terrains ci-dessus dénommés, moyennant le prix de 3 € net le mètre carré, soit un montant total, comme je le disais, de 1 119 909 €, dont le paiement interviendra en 2026. D'où l'importance en fait de cette vente de ce terrain à vocation économique. De donner tout pouvoir à Madame le maire de la ville de Wittelsheim pour signer l'acte authentique de vente définitif au profit de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération. Établissement public de coopération intercommunale, personne morale de droit public située dans la collectivité européenne d'Alsace, et plus particulièrement dans le département du Haut-Rhin. Donc, je vous passe les identifiants. Donc, pour le foncier, pardon, j'en ai perdu avec tous ces chiffres, il s'agit du foncier nécessaire, tranche 2, soit 37 hectares, 33 arts, 0,3 centiares de terrain sur le site Amélie, selon le tableau qui vous a été communiqué, pour être aménagé puisse céder à des fins d'accueil d'activités économiques par la M2A. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à faire tout ce qui est utile et nécessaire à la mise en œuvre de cette décision et de permettre la signature de tout document se rapportant au projet concerné. M2A conduit l'installation de projets économiques. Voilà, et c'est comme je vous disais, c'est de sa compétence. Donc voilà, avant de procéder au vote, vous vouliez poser une question ? Oui, si vous me donnez la parole, merci. Je vous remercie pour cette décision. Vous imaginez bien que c'est un dossier que je connais bien. Vous avez bien raison de dire que le développement économique est une compétence obligatoire de l'agglomération, quoi qu'il en soit. Donc, évidemment, il faut vendre les terrains à l'agglomération pour qu'elle puisse les aménager, ça c'est certain. Elle ne peut pas aménager sur un terrain qui ne lui appartient pas. Simplement, ce qui a un peu changé aujourd'hui, et c'est une très bonne nouvelle pour les Wittelsheimois, c'est qu'on pourrait avoir deux entreprises à forte valeur ajoutée sur le terrain, puisque ce terrain qui aujourd'hui dont on parle était prévu pour la transition de la centrale photovoltaïque, qui a un certain coût pour l'agglomération, on est bien d'accord. Et je vous rappelle qu'il est un loyer de 300 000 € pour la commune. Donc ça veut dire aujourd'hui que la centrale n'a plus de place, mais ça c'est pas un problème. En fait, les délibérations qui ont été prises l'année dernière, en fait, aujourd'hui, on a changé de projet. On a bien une implantation économique qui se mettrait à la place de là où se mettait la centrale. C'est pas un problème. Je ne dirai pas le nom. J'ai eu le président de l'agglomération, je dirai pas le nom. Mais on peut le dire. C'est certainement un gros logisticien et c'est très bien. En fait, en l'état actuel, monsieur, vous savez bien que je pense que vous êtes assez connaisseur dans les affaires, enfin, j'espère. Oui. Voilà. Donc, vous savez très bien que tant qu'un projet n'est pas signé,
tout peut changer. Alors, On est je vais d'accord. prendre l'exemple de la Gigafactory. Lors d'un précédent conseil, vous avez dit ce sera peut-être elle ou ce sera peut-être autre chose. Donc, lorsqu'on est raisonnable, je pense, et c'est mon cas, je pense qu'on fait les choses dans le bon ordre. Oui. Voilà, il y a la cession du terrain. Moi, je trouve que c'est une formidable opportunité pour Wittelsheim. Et puis, voilà, la M2A pourra en bénéficier. Excusez-moi, je vais bien finir. Je vous le concède parfaitement, puisque depuis le mois de décembre, je connais un peu ce projet, mais je pense que c'est la première chose, c'est que l'agglomération étant celle qui va investir, elle doit être propriétaire des terrains. Jusque-là, on est tout à fait d'accord. Se pose juste une question, et je vous le dis, la centrale ne pouvant pas être déplacée, qu'est-ce qui se passe parce que c'est le problème va se poser sur l'autre côté. Si la centrale ne se déplace pas, est-ce que Blue Solution vient ou pas? Il me semble quand même que la réponse doit arriver là pour juillet, août, septembre. Non mais ça fait quelques mois, je crois, qu'elle est attendue, mais bon, pour l'instant. Attendez, un industriel qui met 2,5 milliards d'euros, excusez-moi, je pense c'est normal que les actionnaires sont. Mais en tout cas, l'agglomération. Pour l'instant, il n'y a pas encore de 2,5 milliards d'euros. Oui, mais je comprends tout à fait votre question. La question, c'est où vont les panneaux photovoltaïques, c'est ça? Non, la question, je veux dire, on est absolument d'accord, c'est qu'aujourd'hui, la compétence économique, et vous l'avez dit, c'est de l'agglomération mulhousienne. Et ça, il faut une fois pour toutes que ce soit entendu. Et que. Bon, donc ça c'est fait. Maintenant, je vois simplement que, et je serais très heureux, et je l'étais très heureux, et depuis décembre, je sais qui c'est, je vais pas donner le nom, mais de toute façon, c'est un secret de polichinelle, puisque la CEA a déjà fait des comptages, on sait parfaitement qui c'est. Si, la CEA a fait des comptages de décembre à février, n'est-ce pas? De toute façon, la CEA, c'est pas un problème. C'est pas un problème, c'est un nouveau projet industriel. Ça veut dire qu'on déplace plus la centrale, on amène une autre entreprise. Parfait, c'est 400 emplois de plus, c'est 400 emplois de plus, et c'est probablement de la fiscalité en plus. Fiscalité que dans tous les cas de figure, l'agglomération a besoin. Alors, la bonne nouvelle, et je vais le dire ici, j'ai entendu comme vous à la radio, parce que j'avais franchement peur que l'agglomération se dise sur Stellantis, finalement, j'ai un plan B pour nos amis de Blue Solution. Attendez, laissez-moi finir, madame. Oui, mais je vous laisse finir, mais si vous Ce qui est quand même une bonne nouvelle pour Wittelsheim et pour l'agglomération, c'est que, alors, on annonce 1,5 milliard d'investissement sur Stellantis. Ça veut dire que ce n'est plus éventuellement un site concurrent pour Wittelsheim. Bravo pour l'agglomération, parce qu'elle a besoin de beaucoup de fiscalité, c'est clair, encore plus que nous. Oui, parce que manquerait en plus, pas plus qu'ils le mettent à Sausheim. Donc c'est bon, c'est Blue Solution. Maintenant, effectivement, est-ce que oui ou non, ils vont se décider, ça va se décider cet été, ou en septembre ou en octobre? Je dis juste une chose, le projet a un tout petit peu changé. La centrale... C'est plus du tout le même projet. Non, attendez, laissez-moi finir, si vous voulez, je suis pas... Oui, je vous laisse finir. Il faudrait juste dire qu'aujourd'hui, en fait, ils sont 3 sur 2 secteurs. Donc la centrale, à un moment, et je pense que vous avez eu le président, je l'ai eu aussi... La centrale, on en fait quoi? Si elle ne peut pas se déplacer, elle peut se déplacer. Sachant qu'aujourd'hui, on a un accord que j'ai signé, 2 ans, pour le loyer, effectivement, qui est versé pour cette production, parce que pendant 2 ans, effectivement, c'était le loyer que l'agglomération versait pour déplacer la centrale. Donc, si la centrale, et alors, après, on peut en discuter, et je m'excuse, je vais dire pourquoi je vais être... C'est un peu compliqué, là, pas de voter... Bien évidemment, il faut vendre les terrains à l'agglomération, c'est la règle. Vous l'avez dit, c'est clair. Mais demain, si la centrale pouvait rester là où elle était, et que Blue Solution, par exemple, acceptait, excusez-moi, laissez-moi finir, acceptait de compacter un petit peu ce qu'il lui faut, ce qui sera probablement le cas, tout est possible. Je vous dis juste, il faut que vous revoyiez les conventions que j'ai signées pour dire... Le loyer qui est reversé aujourd'hui, parce que l'exploitant va verser le loyer à l'agglomération, c'est pas 2 ans. Il faut le verser jusqu'au bout. Donc, j'attire juste votre attention, c'est 300 000 euros par an. Et il faut vraiment y aller. C'est du juridique. Oui, je vous remercie de vos conseils. Non, c'est du juridique. Non, mais j'en tiendrai compte, bien sûr. Alors, j'espère vraiment que les 2 entreprises s'implantent, qu'on puisse garder tout ça, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la pression, elle se met sur les agriculteurs. Est-ce que oui ou non, on peut y aller? Voilà. Alors, je vais vous dire, Alors, je pense que je me permets de répondre. Oui, je suis vraiment attentive à vos conseils. Merci de me les communiquer.
je fonctionne de façon un petit peu différente parce que il y a beaucoup de si en fait dans votre phrase. Si la Gigafactory, bah si. Si la Gigafactory, si les panneaux se déplacent, si... Voilà, moi je pense qu'il faut procéder par étapes. On va déjà procéder à ce vote. Et puis ensuite, voilà, on va passer. Donc ça veut dire, madame, ça veut dire que le si, ça veut dire qu'on attend depuis maintenant 1 an et demi la décision de Blue Solution. On est bien d'accord. Il semblerait. Oui, donc en fait, tout l'ensemble du... non, il ne semblerait pas, c'est sûr. Donc l'ensemble du carreau Mi 1 est un carreau industriel reconvertible qu'il faut vendre à l'agglomération, vous l'avez dit très justement. En partie, il a été vendu. C'est de la compétence, mais une grosse partie c'est de leur compétence. C'est tout. J'ai juste un petit problème, madame, j'ai pas de... C'est juste, vous avez demandé un vote. Vous avez raison, il faut vendre le terrain. Mais je pense que c'est un dossier que vous devez gérer, et vous tout seul. Et j'ai un petit souci avec votre délibération. Dites-moi. Vous dites moi ou un adjoint délégué. Alors, soit on se met d'accord sur l'adjoint, ou pas. Mais je pense que c'est un dossier, vous ne pouvez pas le déléguer à un adjoint. Je tiendrai compte. Ou alors on se met d'accord, parce que je pense que là, vous avez en face de vous, et vous le... Un, deux. C'est enregistré du coup? Parce que moi je peux parler fort. On passe le micro, c'est ça? Je crois que M. Girny souhaitait parler.
Voilà. Merci Thomas. Simplement, j'ai déjà eu quelques éléments de réponse. Donc, encore une fois, je constate que nous faisons un chèque en blanc à l'agglomération sans avoir vraiment de retour sur l'implantation de telle ou telle industrie. Donc, vous comprenez mon étonnement. Voilà. Pour un micro. C'est utile. Attendez. Oui, oui, moi je comprends tout à fait votre étonnement, mais je répète, ces terrains, en fait, avec ou sans vente, la ville de Wittelsheim, finalement, devra en faire son deuil, parce que, vous le savez, lorsque vous avez procédé au compromis de vente, je ne sais plus, c'était en 2025, vous étiez autour de la table. Vous avez dû décider de cette cession pour ce déplacement de panneaux solaires. Vous voyez bien que là-dessus, on n'a plus la main effective. C'est légal, c'est comme ça depuis la loi NOTRe. En revanche, et c'est là où c'est intéressant finalement, parce qu'il faut quand même essayer, dans chaque situation, même si elle nous est imposée, il faut tout de même essayer. Moi, ce que je fais, je me positionne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour Wittelsheim et les Wittelsheimois, même dans cette décision. C'est un cadre qui ne me plaît pas, que je n'ai pas choisi. Voilà, des terrains à vocation économique qui sont de la compétence de la M2A. Eh bien, moi, ce que je me dis, dans ce cas-là, eh bien, le mieux, c'est déjà, il faut vendre ces terrains parce que de toute façon, nous ne pourrons pas l'exploiter, vous êtes d'accord ? Voilà, donc on ne peut pas l'exploiter, donc il faut le vendre. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir négocier ce qui est le plus intéressant possible pour la commune. Alors, ce n'est pas un chèque en blanc. En effet, M. Goepfer l'a bien dit, il y a des choses qu'on ne peut pas dire avant que ce soit signé. Alors, je prends encore l'exemple de cette Gigafactory. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ça a créé le trouble, même chez les personnes, avec peu d'informations. On ne savait pas quand, qui, qu'est-ce. Bref, je préfère être raisonnable. Un projet, vous le savez, c'est comme lorsqu'on vend une maison ou peu importe quoi. Tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas sûr. Hein. Du jour au lendemain, ça peut changer. Donc, le cœur même du projet n'est pas abordé pour des questions de confidentialité. Et ça, malheureusement, ça nous est imposé également, parce qu'en matière économique, eh bien, la confidentialité, c'est le cœur. Hein. On peut perdre beaucoup si on parle trop ou trop vite. Et puis, voilà, ces terrains qui sont là, comment on fait finalement pour qu'ils soient le plus utiles aux Wittelsheimois. Voilà, en fait, la balance dans laquelle on est. Mais ce n'est pas du tout un chèque en blanc. La préoccupation de la commune et des habitants et ma préoccupation de tous les jours. Et évidemment, les informations seront transmises dès qu'elles seront communicables. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question, même si elle ne vous satisfait pas ? Donc, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Oui, vous pourriez juste relever la main parce qu'il n'a pas eu le temps de noter. Donc, il y a M. Splight. Oui, merci. C'est bon pour vous, M. Oberlin ? C'est bon ? Très bien, j'ai passé la parole à Mme Louis pour le point suivant sur les affaires scolaires. Alors, merci. Je vais aborder un sujet un peu plus léger, mais tout aussi important, en ce qui concerne notre engagement en faveur de l'éducation, de l'égalité des chances des enfants dans notre commune. Donc, la ventilation des subventions dédiées est soumise chaque année à l'approbation du conseil municipal. Alors, il est proposé d'attribuer pour 2026 une enveloppe de 6 996 € aux établissements scolaires dans le cadre de sorties pédagogiques organisées tout au long de l'année, qu'elles soient naturelles, sportives ou culturelles. Alors cette aide, j'ai voulu qu'elle soit augmentée de 40% par rapport à l'année dernière, soit plus de 2 000 €. Parce qu'à mon sens, il faut engager les sorties culturelles. Ah, ok. Donc, à mon sens, il faut encourager les sorties culturelles car elles contribuent à l'épanouissement des élèves, à leur ouverture sur le monde et à la cohésion au sein des écoles. Cette dotation sera répartie au prorata du nombre d'écoles
du nombre d'élèves par école pour un montant unitaire de 7,91 € par élève pour 2026 contre 5,69 € en 2025. Nous proposons également, et toujours dans cette optique, une autre aide financière destinée à favoriser la réussite éducative au travers de sorties et de voyages scolaires, avec la mise en place d'une aide à hauteur de 10 € par enfant et par nuitée pour les voyages scolaires avec un maximum de 6 nuitées, une participation aux éventuels projets de sortie des établissements secondaires comme les collèges et les lycées de la commune sur présentation d'un projet à hauteur de 800 € maximum par établissement. Nous avons également choisi de poursuivre le dispositif encourageant le développement et l'engagement des jeunes citoyens de notre commune, avec le renouvellement du dispositif Chantier Jeunes qui permet aux jeunes qui fréquentent le service jeunesse de la ville de prendre une part active au financement de leurs projets. Nous maintenons également la contribution aux jeunes sapeurs-pompiers de la section du collège Jean Mermoz à hauteur de 1 000 € et une enveloppe globale de 500 € est dédiée aux associations de parents d'élèves telles que la PEP ou l'APEPA en formalisant une demande pour prendre en compte leur implication active dans la vie scolaire, 250 € par association. Je peux que vous encourager à approuver cette décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Je passe la parole à Madame From, du coup, pour le CCAS. Il y a des questions? Je crois que ça clignote partout. Il faut prendre le micro. Ok. Donc la désignation des membres élus au conseil d'administration du CCAS. Le Centre communal d'action sociale appelé CCAS est l'organisme communal chargé des actions sociales et de l'aide aux habitants. Il intervient notamment dans l'accompagnement des personnes en difficulté, des seniors ou encore dans certaines aides sociales. Le CCAS est présidé de droit par le maire et administré par un conseil d'administration. La création d'un CCAS est obligatoire dans notre commune. Il faut donc désigner les membres qui siégeront au conseil d'administration du CCAS pour la durée du mandat. Le conseil d'administration du CCAS de Wittelsheim comprend le maire, président de droit, 6 membres élus parmi les conseillers municipaux et 6 membres nommés par le maire représentant notamment le monde associatif ou social. Les conseillers municipaux doivent aujourd'hui élire 6 représentants du conseil municipal qui siégeront au CCAS. Nous vous proposons la liste suivante. Madame Isabelle From, Madame Mireille Vider, Madame Agnès Andris, Madame Morissette Benazzougui, Madame Déborah Louis et Madame Celia Seguin. Il est proposé aux membres du conseil municipal de procéder à la désignation des membres élus du conseil d'administration du CCAS selon la liste établie. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte des candidatures suivantes, qui seront nommées par Madame le maire par arrêté. Madame Marie-Jeanne Taureau pour représenter l'Union départementale des associations familiales. Monsieur Gérard Cabane pour représenter le centre socioculturel Vitacité, Madame Sonia Galère pour représenter Caritas, Monsieur Jean-Claude Point pour représenter les Restos du Cœur, Madame Marie-Paulette Echement pour représenter la Croix-Rouge, Monsieur Jean-Marie Fenger pour représenter l'association Culture et Loisirs. Des candidatures. Merci en tout cas de veiller au grain. C'est ce qu'on veut de voir y retourner la fois d'après. On est là pour ça.
Donc, point 19 concernant les subventions des associations sportives. Les élus du conseil municipal, étant dans l'une des situations ci-après, se sont fait connaître au secrétariat, ceci afin d'organiser le processus de déport lors du vote. Donc les élus qui ont des fonctions dans un ou plusieurs comités des associations citées, président, vice-président, trésorier, secrétaire, en précisant leurs fonctions et l'association concernée, ou ont un lien familial avec l'un des membres du bureau de l'association, conjoint, enfant, parent, ou bien sont encore salariés de l'association, donc ne pourront pas prendre part au vote. Il y a simplement M. Splight Jonathan qui s'est manifesté en tant que président de l'association du tennis paddle club de Wittelsheim. Donc le vote ne sera simplement pas pris en compte pour cette association-là. Les associations sportives de la commune ont sollicité le concours financier de la collectivité au titre de l'année dernière en 2025. Les demandes ont été examinées au regard des dossiers transmis par les associations et conformément aux critères d'attribution définis par la commune, notamment en matière de niveau sportif, nombre d'adhérents, participation à la vie locale, encadrement qualifié ou encore un projet présenté. Conformément à ces critères, la répartition des subventions allouées aux associations sportives est proposée comme suit. Donc, pour un montant de 8 110 € à l'association Aska Handball, 5 790 € à l'association Société Gymnastique Espérance de Wittelsheim, 5 990 € à l'association Club Sportif Badminton de Wittelsheim, 2 820 € à l'association Aska Basket, 3 940 € à l'association Aska Foot, 2 360 € à l'association MDPA Tennis de table, 3 150 € à l'association des JSP, 3 070 € à l'association du club d'escalade de Wittelsheim, 4 360 € à l'association Aska Volley, 2 530 € à l'association de la compagnie d'Ichy, 13 980 € à l'association Tennis Paddle Club de Wittelsheim, 4 330 € à l'association Aska Escrime de Wittelsheim, 5 000 € à l'association Arts Martiaux de Wittelsheim, 950 € à l'association Amis des Vosges, 1 700 € à l'association Société de Kiel et Neuve de Mineurs, 2 330 € à l'association Société Club de Taekwondo, 300 € à l'association Société Chengxing, 2 160 € à l'association Pétanque Club de Wittelsheim, 500 € à l'association Roller Derby de Wittelsheim, 1 280 € à l'association l'Amicale des pêcheurs, 1 200 € au Sniper Bowling, 1 360 € à l'Alsace Group Spéléologie, 500 € à l'association du Club Grandfond Mulhouse, 612 € au collège Jean Mermoz pour la section UNSS, 1 008 € au collège Charles Péguy, 792 € au lycée Amélie Zurcher. Et nous avons ensuite des subventions d'investissement donc, qui sont comme suit. Donc 1 000 € à l'association des Amis des Vosges pour la mise aux normes ERP du chalet, 1 000 € à l'association amicale des pêcheurs pour la rénovation de la fosse septique et 2 000 € à la société de Kiel et Neuve de Mineurs pour la mise aux normes des locaux. Donc nous allons procéder au... Je voulais juste vous dire que je ne pouvais pas procéder au vote non plus, puisque mon mari fait partie des trésoriers aux Amis des Vosges, et je l'ai signalé à Madame Magelage hier. Ça n'a pas été pris. Voilà, mais je préfère vous le dire. Ok. Merci.
Merci. J'aurais une question, Monsieur Larcher. Bien sûr, vous vous en doutez, en tant qu'ancien adjoint au sport. Ma première question, est-ce que vous vous êtes servi du livret des sports qui a été mis en place? Ça, c'est ma première question. Parce que j'ai vu qu'il y a eu quelques petits changements à la marge pour certains, pour d'autres un peu plus. Et est-ce que vous êtes allé à la rencontre des différentes associations sportives, je parle sport, pour connaître leurs besoins? Parce que j'ai vu, il y a certaines subventions qui ont diminué pour des associations qui ont leurs propres locaux et qui ont du mal à subvenir à l'entretien de leurs locaux. Si vous pouvez me répondre, merci. Donc, pour répondre à la question, alors je n'ai pas encore rencontré la totalité des associations sportives de Wittelsheim, mais une bonne partie, effectivement, pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. Après, effectivement, il y a eu quelques changements. Vous le savez, hein, les associations sportives à Wittelsheim sont assez nombreuses. On en a notamment un certain nombre qui sont également compétitives. Donc c'est un critère, hein, vous le savez, dans les. Donc voilà, donc nous avons décidé de faire un dispatch au plus juste avec toutes ces données-là. Merci. Pareil, c'est pour vous, Monsieur Larcher. Je m'abstiendrai au vote puisque je suis président actuel du tennis club. Vous nous avez mis les montants des subventions. Ma seule question, et ce n'est pas du tout une attaque, ne connaissant pas les demandes des associations, on ne sait pas si tout le monde se sera contenté par ces montants ou si vous avez ajusté, sur quels critères. Parce que pour mon cas de figure, on a une perte de 15%. Je ne sais pas si les collègues présidents vont subir la même perte ou si c'est... Selon quels critères, en fait, ça a été décidé, quoi. Puisque le livret des sports, on a tous le même. Après, voilà, je pense avoir répondu à les questions, hein, par rapport à la remarque de M. Reubert. On a essayé de faire au mieux, au plus juste par rapport à toutes les associations. Donc effectivement, peut-être que vous avez subi une perte par rapport à ce que vous aviez habituellement. Après, voilà, on a un certain nombre d'associations. On essaye de répondre au plus juste par rapport à toutes celles qui sont présentes à Wittelsheim. Donc voilà, la totalité des personnes soient contentées, vous le savez bien, c'est compliqué, on aimerait bien. Après, voilà, il y a un budget, on doit faire avec et on essaie de faire au mieux pour contenter un maximum d'associations, en l'occurrence sportives. Tout à fait. Ouais. On a été assez surpris en fait de découvrir En fait, lorsque l'on décide des subventions, pour tout ce qui est sportif, on a été assez surpris de voir que le cadrage est extrêmement précis. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères. Ces critères, en fait, nous empêchent de prendre des décisions d'une façon complètement libre et en même temps désavantagent certaines associations au détriment de d'autres. C'est-à-dire qu'ils seront affinés plus tard. Alors, en termes de pertes, je pense que 15%, c'est vraiment à la marge, hein. Il y a quand même vous bénéficiez quand même d'une très grosse subvention, 14 000 et quelques, voilà, quasiment 14 000 euros. En effet, on part d'un budget. Et ce budget, on essaie de faire au mieux. Là, je pense on avait juste, à cause de ce cadrage, qu'on a essayé de tenir. Donc ce cadre qui nous était imposé, qui était déjà en place. Et on a fluctué sur quelques montants sur lesquels on pouvait fluctuer. Mais effectivement, c'est vraiment à la marge, hein. Il y a vraiment très peu d'écart. Monsieur Larcher, vous pouvez me corriger si je me trompe. Il y a très peu d'écart. Ça a donné lieu à beaucoup de discussions, notamment avec les services, du fait justement de ce cadre qui était imposé. Donc les différences sont extrêmement faibles.
Ouais, voilà, Monsieur Larcher, je reviens juste sur le livret des sports. Il a été mis en place, enfin je l'ai mis en place à l'époque, justement pour qu'il n'y ait pas de copinage. Pour que toutes les associations sportives soient sur le même pied d'égalité. Voilà, ça a été fait pour ça. À mon avis, il devrait être affiné. Je donne un exemple, un club qui a beaucoup d'adhérents, mais qui peut... À notre sens, il devrait être affiné. Parce que, par exemple, un club qui a beaucoup d'adhérents, qui fonctionne bien, parce que évidemment, tous les adhérents vont payer leurs cotisations, qui a de bons résultats, sera très très bien soutenu. Un petit club en émergence, pour le coup, avec ce cadrage, est beaucoup moins soutenu. Et ça pose quand même problème. D'autant plus que moi, je ne vois pas de volet social dans cet arbitrage. Moi, j'ai besoin, quand une association propose du sport, si elle souhaite être soutenue par des financements publics, eh bien, qu'est-ce qu'elle apporte au Wittelsheim à des familles qui, par exemple, je prends le cas du tennis, qui ont plus de mal à accéder à ce type de sport. Ce sont des sports qui sont tout de même onéreux. Voilà, moi, je pense que l'idée de mettre des barèmes, c'est très intéressant et c'est tout à fait louable. Je comprends tout à fait la démarche, mais à mon avis, ça devrait encore être un petit peu plus affiné. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Nous allons donc passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je passe donc la parole à Madame Vider. Subventions aux associations culturelles et de loisirs. Les élus du conseil municipal étant dans l'une des situations ci-après se sont fait connaître au secrétariat, ceci afin d'organiser la procédure de déport lors du vote. Il s'agit des élus président, vice-président, trésorier, secrétaire, des membres du bureau d'association conjoint enfants-parents et être salariés dans l'association ne pourront pas prendre part au vote. Y a-t-il des personnes qui ne se sont pas manifestées? Okay. En 2025, la ville de Wittelsheim a mis en place des critères clairs pour l'attribution des subventions aux associations culturelles et de loisirs. Malgré le contexte budgétaire, il a été décidé de maintenir le soutien apporté aux associations au même niveau que l'année précédente. L'enveloppe globale consacrée aux subventions de fonctionnement sera de 30 000 €. Il a également été décidé au budget primitif de mars 2026 d'accorder uniquement des subventions de fonctionnement et non d'investissement. Cet effort a été sollicité par le service financier de la collectivité compte tenu de l'état des recettes et dépenses envisagées au budget 2026. L'actuelle majorité envisage d'étudier à nouveau le soutien aux associations dès qu'une meilleure visibilité lui sera permise à compter du mois de septembre. Les aides proposées ont été étudiées selon plusieurs critères, notamment la participation à la vie locale, les actions en faveur des scolaires, l'organisation de projets particuliers ou encore l'emploi de salariés. Au niveau, on va voter en globalité ou moi je n'ai pas j'ai pas toutes les personnes. Oui, donc Aigle Blanc, 500 €. Amicale des sapeurs-pompiers de Cernay-Wittelsheim, 250 €. Amis de la Basse-Cour, 1 232 €. Amicale philatélique et cartophile, 500 €. Association culture et loisirs, 2 818,80 €. Association de loisirs du bassin potassique, 250 €. Place sec, 500 €. Centre de loisirs utiles Bois de Fer, 750 €. Chorale Aubade, 2 250 €.
Chorale Notre-Dame du Rosaire, 810 €. Club d'astronomie de Wittelsheim, 750 €. Comité Berry-Alsace, 4 000 €. Couleur Espoir, 750 €. Foyer Club Amélie 2, 750 €. Calibi, 1 000 €. Micromine, 1 000 €. Millennium, 1866,45 €. Musique municipale, 4 000 €. Orchestre d'accordéon, 500 €. Rencontres et loisirs, 2031 et 20 €. Sainte-Barbe, 500 €. Scout et guide de France, 500 €. Société d'arboriculture et d'arboriculteurs, et d'arboriculture, 250 €. UNC, 500 €. Union départementale des sapeurs-pompiers, 750 €. Et Vie et Bouge à Wittelsheim, 250 €. Il est proposé aux membres du conseil municipal de décider d'approuver le versement de ces subventions. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bon? Merci. Voilà. Alors, ayant la délégation de vote de Madame Dallène, j'interviens à son nom. Elle m'a demandé de vous communiquer le texte qu'elle a préparé. Alors, pour elle, la baisse des subventions de 15% aux associations culturelles traduit un désengagement de la collectivité. Aucune subvention d'investissement, ça a été dit. Elle le regrette. Certaines de ces associations sont des piliers de la vie associative de par le dynamisme de leur engagement. Dans le même temps, on note que certaines structures restent subventionnées largement alors qu'elles ont cessé une bonne partie de leur activité depuis 1 an. Ceci dénote une réelle méconnaissance de cette évaluation et des réalités du terrain de notre ville, qui mérite une politique associative plus cohérente et attentive. Est-ce que vous envisagez de cette manière-là d'être aux côtés et à l'écoute des associations? Voilà la question qu'elle vous pose. Alors, merci pour cette très longue question. En fait, vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes en place depuis 2 mois, je crois que c'est aujourd'hui. Ces arbitrages avaient déjà été proposés compte tenu des finances de la commune. Le fait que nous ne financions pas d'investissement concernant ces associations, ça avait déjà été décidé. Nous n'avons fait que respecter les choix qui avaient été faits avant même que nous soyons là. Concernant la baisse de 15%, c'est ce qui a été calculé, vous n'êtes pas sans ignorer que l'an dernier, il y avait à peu près les mêmes montants et que l'année d'avant, il y avait le double. Donc, on est en 2026, entre 2024 et 2025, il y a eu 50% de baisse des subventions. Ce n'est pas de notre fait. Donc nous arrivons avec un budget qu'il nous est demandé de tenir. C'est une charge qui nous est confiée. On fait au mieux avec les associations. Je veux aussi préciser que les nombreuses associations que nous avons rencontrées, c'est depuis 2 mois, je pense que c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, et elles peuvent en témoigner. Nous sommes à leur côté pour les aider dans tous leurs besoins quotidiens. Nous les aidons de plein de façons différentes. Lorsqu'il s'agit d'entretenir, d'aide, de soutenir, ils savent très bien que nous sommes à leur côté. Donc l'intervention, en fait, je ne la comprends pas du tout. Voilà. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez parce que je ne peux même pas dire combien nous avons déjà rencontré d'associations. Oui, je vous en prie. Ce que je peux attester, c'est que le budget 2026, au global, a été voté sans être affecté. Je doute quand même que sur l'ensemble du montant qui est financé, je ne sais pas, je vois l'administration.
vous avez baissé de 15% l'ensemble des subventions. Non. À aucun moment, l'ancienne municipalité n'a pris une décision pour donner les affectations. Vous l'avez faite. C'est vrai que c'est compliqué, je suis bien d'accord. Il y a des associations qui sont dans des bâtiments municipaux, qui sont chauffés avec... on va venir là. L'électricité, le gaz, c'est un problème. Il y a ceux qui doivent se... Mais en aucun cas, ne dites pas que ce que vous faites là, c'est ce qui vous a été imposé par le budget. Le montant global, certainement, mais pas la répartition. C'est tout ce que j'ai à vous dire, madame. Non. On vient de parler des répartitions. Là. Il vous reste 15% sur le budget. Autant, moi, écoutez, j'ai une bonne mémoire, vous en faites pas. Je n'ai pas encore Alzheimer. Pardon? Comment ça, il n'est pas fini? Il y a un budget primitif qui a été voté. Si demain vous avez une bonne nouvelle, vous avez le droit de faire un budget complémentaire pour dire très bonne nouvelle, j'ai 200 000 euros et hop là, je rince tout le monde. Mais ne dites pas qu'aujourd'hui. Non. Attendez, arrêtez d'être agressif systématiquement. Je vous dis juste, les bonnes nouvelles, ça peut arriver et qu'éventuellement une association, vous pourriez revoir cette répartition. Tout ce que je sais, c'est que le budget de 2026 a été voté sur un montant global sans attribution effective. Donc, point à ligne, c'est vrai que c'est contraint. Nous avons beaucoup d'associations, et vous le savez, vous avez pris la mesure. Il y a celles qui ont qui sont dans les locaux qui appartiennent à tout le monde. Je prends de l'ASCA, c'est un sujet, mais on ne va pas en discuter ce soir. Oui, mais c'est quand même important. Mais c'est pas le lieu. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous a imposé dans le vote du budget primitif 2026 la répartition qui vient de dire là. C'est un choix, je le respecte et déjà je voterai pour parce que même si ce n'est pas ce que les associations voudraient plus, évidemment, ce qui est pris est pris. Donc voilà, en tout cas, merci déjà pour donner des subventions aux associations. Voilà. C'est pas moi. Point numéro 21. Avenant numéro 1 à la convention constitutive d'un groupement de commandes avec coordonnateur pour l'achat de gaz naturel et les services associés à la fourniture de cette énergie. La M2A coordonne actuellement un groupement de commandes permettant à plusieurs communes d'acheter ensemble du gaz naturel. Ce fonctionnement commun permet de mutualiser les achats afin d'obtenir de meilleures conditions tarifaires. Il est aujourd'hui proposé de modifier la convention existante afin de permettre à d'autres structures publiques, même non membres de la M2A, de rejoindre ce groupement. Cela pourrait notamment concerner le Parc Expo, le CIVOM, la SEM ou encore la Maison du Territoire. L'objectif est de renforcer encore les économies réalisées grâce à des achats groupés plus importants. Le conseil municipal est donc invité à approuver cet avenant et à autoriser sa signature. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention de groupement de commandes relative à l'achat de gaz naturel et services associés joints en annexe numéro 6, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer cet avenant numéro 1, d'autoriser Madame le maire à effectuer toute formalité afférente. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 22. Avenant numéro 1 à la convention constitutive d'un groupement de commandes avec coordonnateur pour l'achat d'électricité et les services associés à la fourniture de cette énergie. Comme avant, la M2A coordonne actuellement un groupement de commandes permettant à plusieurs communes d'acheter ensemble leur électricité. Ce système permet de regrouper les achats afin d'obtenir de meilleures conditions et de réaliser des économies. Il est proposé aujourd'hui de modifier la convention afin de permettre à d'autres structures publiques, même non membres de la M2A, d'intégrer ce groupement. Comme avant, cet avenant pourrait concerner le Parc Expo, le CIVOM, la SEM ou encore la Maison du Territoire.
comme avant. L'objectif est de renforcer les économies réalisées grâce à des achats groupés plus importants. Il est proposé aux membres du Conseil d'approuver l'avenant numéro 1 à la Convention de groupement de commandes relatif à l'achat d'électricité et services associés joints en annexe numéro 7, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer cet avenant numéro 1, d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les formalités afférentes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je donne la parole à Monsieur Kieffer. Alors, le point numéro 23, c'est un droit de résolution. Alors, cette délibération concerne la vente d'un bien immobilier qui est situé rue du Luxembourg à Wittelsheim. Donc, c'est le Hayden Est. Ce bien appartient actuellement à la SCI Les Arcs et fait l'objet d'une vente à la société France et Paul. La ville dispose aujourd'hui d'un droit inscrit au livre foncier sur ce bien, appelé droit de résolution. Le droit de résolution est une garantie juridique ce qui signifie que si certaines obligations prévues lors d'une vente ne sont pas respectées, la vente peut être annulée et le bien peut revenir au vendeur. Afin de permettre la réalisation de la vente, il est demandé que la commune demander à la commune d'accepter une modification de rang de droit au profit du futur acquéreur. Le futur acquéreur a indiqué que le bâtiment conservera une activité à usage industriel. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'organiser la vente de l'immeuble 6 rue du Luxembourg, parcelle section 34, numéro 103, par la SCI Les Arcs, au profit de la société France et Paul, ou toute personne qu'elle se substituerait, et de prendre acte de l'activité projetée, donc un usage industriel. De consentir la cession de rente au livre foncier du droit de résolution aux bénéficiant à la ville de Wittelsheim au profit du prêt hypothécaire contracté par l'acquéreur. Et enfin, d'habiliter Madame le maire, ou son adjoint délégué à signer pour le compte de la ville tout document et tous actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Okay. Je repasse la parole à Madame le maire. Merci. Donc avant, quelques points divers. Je voulais informer le conseil municipal qu'il y aura une nouvelle séance du conseil, une séance spéciale pour les sénatoriales qui aura lieu, qui nous est imposée, donc le 5 juin 2026 à 19h. Et ensuite, une autre séance le jeudi 25 juin à 19h. Je vais passer au point divers. Je voulais aussi préciser que nous avons réalisé une convention de mise à disposition de personnel. L'un de nos agents est archiviste dans la commune et va être mis à disposition pour la commune de Beachvillers-l'Étang. Vous trouverez les éléments en annexe numéro 8. Je passe à nouveau la parole à Madame From pour présenter les rapports d'activité du Centre communal d'action sociale de France Service et la mise en œuvre du SRU. Ce sont à titre d'information. Le bilan CCAS 2025 de Wittelsheim. Le CCAS de Wittelsheim poursuit son rôle essentiel d'aide aux habitants en difficulté, aux seniors et aux personnes en situation de handicap. Il accueille environ 3500 personnes par an et reçoit une vingtaine d'appels par jour. Voici quelques chiffres clés de 2025. 60 attestations d'accueil délivrées, 47 dossiers MDPH constitués,
11 dossiers de surendettement accompagnés. 73 foyers ont bénéficié d'une aide financière et ou alimentaire. 192 participants au repas de Noël des aînés. Et 95 demandeurs de logement social reçus en rendez-vous. Le CCAS a mené une activité importante en 2025 avec un fort soutien aux personnes en difficulté, aux familles, aux seniors et aux demandeurs de logement. Son action repose sur l'accompagnement social, l'aide financière, le logement et la lutte contre l'isolement. Le rapport de France Service 2025. France Service Wittelsheim poursuit sa forte progression en 2025 avec 3180 accompagnements réalisés, soit 41% par rapport à 2024. Le service a accompagné 2089 usagers, dont près de 40% étaient de nouveaux utilisateurs. Les points clés, 89% des démarches sont finalisées en un seul rendez-vous, 98% de satisfaction des usagers, 68% des usagers ont plus de 55 ans. Les usagers proviennent de 28 communes différentes, dont 62% de Wittelsheim. Les principales demandes concernent la retraite, les titres d'identité, l'assurance maladie et les allocations familiales. France Service fonctionne avec une conseillère à temps plein et 2 à mi-temps. Les perspectives 2026 sont le recrutement d'un nouvel agent, organisation d'ateliers numériques lors des journées portes ouvertes France Service. France Service Wittelsheim confirme son utilité pour les habitants grâce à une activité en forte hausse, un accompagnement efficace et une très grande satisfaction des usagers. La loi SRU impose à Wittelsheim d'avoir au moins 20% de logements sociaux parmi les résidences principales. Au 1er janvier 2025, la commune compte 10 645 habitants, 4 503 résidences principales, 1006 logements sociaux. Avec 22,34% de logements sociaux, Wittelsheim atteint désormais l'objectif fixé par la loi SRU. Je passe la parole à Madame Bider. Oui. Donc, l'agenda culturel et événementiel pour le mois de juin. Il y a le jeudi 18 juin à 20h à la salle Grasseguert une conférence en histoire de l'art animée par l'historienne de l'art Catherine Koenig. Il y a le 25 et 26 juillet, Festival Bassin des Mondes, événement organisé à l'initiative du Centre socio-culturel en collaboration avec le Festival Météo et la ville de Wittelsheim. Et sur le parvis de la mairie, la fête de la musique le 21 juin 2026, donc de 19h à minuit avec l'orchestre Challenger. Voilà, nous arrivons enfin au terme de ce conseil municipal qui a été particulièrement dense. Je constate que ni le volet social, ni l'agenda culturel n'intéressent beaucoup le conseiller municipal Goepfer qui est parti. En tout cas, ce sont des moments importants quand même. Il faut savoir que c'est tout un travail derrière des agents, notamment à la maison France Service, qui est très, très utile. Et si vous avez des difficultés dans la réalisation de vos papiers, de vos documents, des questions administratives, nous avons vraiment des gens performants, formés et très accueillants qui sont là pour vous servir. Pour l'agenda culturel et événementiel, bien sûr, vous le trouverez dans le prochain magazine ici qui va bientôt paraître. Donc voilà, je vous remercie. Vous aviez des questions ? J'ai juste une question par rapport à l'écran qui était d'habitude en place. Est-ce que c'est suite à la modification de la salle que vous ne pouvez pas remettre l'écran ? Et il y en a toujours eu ? D'accord. C'est même pas trop pour les élus, c'est surtout pour la population qui assiste
Parce que avant, c'est vrai qu'on avait des tablettes, donc c'était assez facile. Je sais qu'aujourd'hui, pour l'instant, il n'y en a pas. Moi, j'ai imprimé, j'aurais pu emmener mon écran, hein, mon ordinateur, c'est pas un souci. Mais peut-être que tout le monde n'a pas, ou tout le monde n'a pas imprimé, ou tout le monde... voilà, c'était juste pour ça. Non, également, je vais aller dans le sens de Morissette concernant la disposition de la nouvelle salle du conseil municipal. Alors qu'elle plaise ou pas, c'en est ainsi. Simplement, j'ai été plus ou moins outré de voir dans le couloir au sol 2 portraits qui étaient celui de Jules Ebner, qui est le constructeur de cette mairie, et le chanoine Boardman, qui ont reconstruit Wittelsheim après-guerre, et je pense que leur place n'est pas au sol dans le couloir. Alors, j'ai bien vu que vous les aviez enlevés du mur, peut-être les mettre ailleurs si vous le voulez, mais s'il vous plaît, ne les laissez pas à cette place. J'en parle au nom de la Société d'Histoire et de cet attachement que j'ai à Wittelsheim. Voilà. Je vous remercie. On n'a pas encore trouvé des... Pardon. Merci. Oui, oui, bien sûr, c'est prévu. Alors, ils n'étaient pas jetés négligemment au sol, hein. C'est moi-même qui les ai décrochés et qui suis allée les poser dans le bureau juste d'à côté, qui était l'ancien bureau de l'ancien maire, pour le coup. Donc, ils étaient là en attente de trouver leur place la plus logique, la plus visible aussi, parce que ça ne sert à rien d'avoir des tableaux dont personne ne sait rien et que personne ne voit. On essaie justement de mettre en valeur le patrimoine et l'histoire de Wittelsheim. Ça prend juste un peu de temps. 2 mois, c'est un peu court pour être parfait sur tous les sujets, mais je vous assure qu'on y travaille. Mais merci en tout cas de l'avoir remarqué. Pour la disposition, oui, en effet, que ça plaise ou pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même plus agréable de parler en face à des gens plutôt que de les avoir de profil, de ne pas les voir en face. Il y avait encore une question ? Bonsoir. Donc moi j'avais juste une petite question par rapport à l'événement du 21 juin 2026, donc la fête de la musique. Pourquoi l'avoir fait un dimanche soir? Oui, non mais c'était juste une question, c'était juste. Est-ce qu'on a encore d'autres excellentes questions sur la date de l'été ou des autres saisons? On prend. Hein. Donc voilà, je mets fin à ce conseil municipal. Merci à tous d'avoir eu la patience de rester jusqu'au bout.